Et je vais demander à Lola Lafont de me rejoindre pour parler de son nouveau roman intitulé « Quand tu écouteras cette chanson », roman qui est issu de la collection Ma nuit au musée, que vous commencez maintenant à connaître, puisqu'il y a eu de nombreux ouvrages. Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la rencontre d'une commande avec un projet longuement souhaité et mûri ? Alors, moi je crois que ça n'existe pas, les commandes pour les écrivains, et que en général, effectivement, on se saisit d'une proposition pour faire ce qu'on aurait fait de toute façon. Et quand Alina Gurdial m'a proposé de passer une nuit dans le musée de mon choix, en fait, c'est apparu, ça va faire un petit peu mystique, mais tant pis, je vais l'assumer. Au milieu de la nuit, je me suis dit, je dois aller au musée Anne Frank. Alors, je pense que aussi l'idée de l'écriture, c'est de suivre à la fois ce qu'on veut faire et puis aussi d'oser écrire ce qu'on ne veut pas écrire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on doit, comme écrivain, se pencher sur l'abîme et qu'on doit, à un moment donné, écrire ce qu'on contourne. Et cette histoire-là, moi, je la contournais depuis pas mal de temps. La question du contournement, on va la retrouver dans votre livre parce que vous avez contourné ce projet. Et puis vous allez contourner aussi la rencontre avec Anne Frank, si je puis dire, oui. Puisque vous allez vous rendre dans ce musée assez étrange, puisque c'est un musée où il y a presque rien à voir. Oui, et ça c'est vraiment essentiel, parce que finalement on dit le musée, mais l'endroit où j'ai passé la nuit, j'allais dire où j'ai dormi, mais vous vous doutez que je n'ai pas dormi, c'est pas possible, c'est l'annexe. Et rapidement, l'annexe, c'est cet appartement dans les combles au-dessus de la petite entreprise qu'avait le père de Anne Frank, Otto Frank, et oui, la famille s'est cachée pendant un peu plus de 2 ans. C'est l'annexe. Donc moi, j'étais là-bas. Effectivement, l'annexe est vide. Et c'est ce vide qu'on est invité à, j'ai envie de dire, à regarder, mais on est obligé de faire face au vide. Parce que quand on est dans l'annexe, on est dans le lieu où ils ne sont plus. Et ce qu'on doit regarder, c'est qu'ils ne sont plus là. Alors l'annexe, c'est un appartement vide, et c'est aussi ce vide qu'a voulu le père de Anne Frank, Otto Frank, quand il est rentré d'Auschwitz, puisque c'est le seul survivant de la famille Frank. Au moment où il a été question d'en faire un musée, il a dit d'accord, mais il faut que ça reste vide. Il faut qu'on confronte la mort, l'absence. Les filles ne sont pas rentrées, ni Margot, la grande sœur, ni Anne. Donc c'est vrai que il n'y a pas d'œuvre. Je peux pas commenter d'œuvre. Je peux être face à ce qui n'est plus. On parlait de mémoire. Bon, alors un des premiers trucs que j'ai vu quand je me suis assise sur le lit de camp qu'on me donne dans cette collection, on vous donne une sorte de lit de camp. Je me suis assise et puis j'ai vu un bout du papier peint, un rectangle comme ça qui était encadré, et de loin, j'avais l'impression qu'il était vide. Je me disais, tiens, on a encadré du vide. Et je me suis approchée avec ma petite lampe torche de mon téléphone. Et là, j'ai vu des traits de crayon très très fins, écrits comme ça. Et on comprend que ce sont les traits de crayon qu'a tracé Otto Frank, le père de Anne et de Margot, la croissance de ses filles pendant 25 mois dans cet endroit. C'est aussi un endroit de vie. Et quand je dis c'est un endroit de vie, c'est presque de double vie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a l'écriture. Voilà. Alors c'est l'endroit où est née une œuvre. Ce qui est fondamental, on retrouve dans ce livre un de vos thèmes de prédilection, qui est l'adolescence, les jeunes filles. Les jeunes filles qu'on empêche de vivre, qu'on empêche d'évoluer, qu'on empêche de grandir. Anne Frank fait partie de ces jeunes filles, mais elle n'est pas seulement une jeune fille. Le sentiment qu'on a, c'est que vous racontez non pas le symbole Anne Frank que chacun s'approprie et qui ne s'appartient plus, vous racontez Anne Frank, l'écrivain. Oui, alors moi j'aime beaucoup commencer des projets où j'ai l'impression de savoir plein de choses et je découvre que je ne sais rien. C'est un peu quelque chose que j'aime bien partager avec les lecteurs, c'est on va chercher.
Je ne sais pas ce qu'on va trouver. Sur Anne Frank, j'étais comme vous, je suis sûre que la majorité des gens ici, vous avez lu le journal et vous n'en savez plus rien. Et je suis même prête à parier que ce qui vous est resté du journal, c'est sa relation d'amour avec Peter, les embrouilles avec sa mère et quelques réflexions comme ça. Alors c'est intéressant, les textes iconiques, de réfléchir à ce qui nous en reste. Parce que ce qui nous en reste, c'est surtout ce qu'on a oublié et ce qui est très pratique, ce qui nous arrange d'oublier. La question, c'est qu'est-ce qu'on a oublié de ce texte iconique? Alors, ce que je ne savais pas, effectivement, vous avez raison, c'est qu'elle était écrivaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ah oui, je dois vous dire, je dois quand même remercier d'abord la personne qui me l'a appris. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un directeur de musée qui était extrêmement généreux et puis qui m'a fait rencontrer la dernière personne en vie à avoir connu les sœurs Frank. Je l'ai rencontrée virtuellement juste avant de partir, Madame Laurine Nussbaum, qui a 96 ans et qui était l'amie intime de Margot, la grande sœur de Anne. Et elle m'a mise en garde très vite. Elle m'a dit attention, si vous parlez du journal, n'utilisez jamais le mot espoir. C'était très mystérieux. Pourquoi il ne faut pas utiliser le mot espoir? Eh bien, parce qu'elle est morte dans un camp de concentration. Et parce qu'on ne peut pas retenir du journal ce qui nous arrange. Alors ça, je ne veux pas trop le développer. Mais ce que Laurine Nussbaum, qui est une spécialiste en littérature du journal, elle m'a appris qu'en mars 1944, Anne Frank, dans l'annexe, a pris la décision, qu'elle documente dans son journal, de réécrire son journal pour en faire un récit. Ça veut dire que le journal d'Anne Frank n'est pas un journal. Et ça n'est pas un testament. C'est un récit. C'est l'œuvre d'une écrivaine. J'ai comparé les deux versions. Elle supprime des passages, elle en réécrit d'autres, elle change les noms des personnages, elle en fait des personnages, des gens qui l'entourent, tout simplement. Et puis, elle se pose des questions d'autrice. C'est-à-dire que ça, elle se dit, c'est pas intéressant, c'est trop personnel. Elle fait œuvre, elle fait écriture. La réécriture, c'est quand même le début de l'écriture. Moi, j'avoue que ça m'a sidérée. Et évidemment, confrontée à cette autrice de 13-14 ans, on est bouleversé de penser au livre qu'elle n'a pas écrit. Évidemment, ce constat interpelle parce que réécriture du journal d'Anne Frank, il y a eu aussi pas par elle. Oui. Et vous disiez tout ce que nous oublions par confort, on va dire, affectif et intellectuel, a été aussi sciemment oublié par les gens qui l'ont réécrit pour en faire le spectacle de l'espoir et du symbole Anne Frank. Absolument, un super best-seller universel. Et le mot est vraiment important, universel. Parce que ce que j'ai découvert aussi, à part le fait que c'est une autrice, c'est que Anne Frank, elle a été réécrite. Et c'est très concret, c'est-à-dire qu'à partir des années 50, on commence à le publier, on commence à accepter de le lire, mais surtout, Broadway s'en empare, fait une pièce de théâtre, et Hollywood s'en empare et fait un film aux 4 Oscars. Alors, à ce moment-là, elle est lissée, elle est réécrite, et je vous donne 2 exemples qui m'ont vraiment frappée. C'est que George Stevens, quand il a fait le film Le journal d'Anne Frank, la première fin qu'il avait faite était honnête. Elle termine dans un camp de concentration, elle meurt à Bergen-Belsen. Il faut dire le nom. Eh ben, il fait une projection test, et là, le public unanime dit « Ah non, c'est pas possible, c'est trop triste, on ne peut pas le supporter ». Le producteur demande que la fin soit réécrite. Et la fin du film, que j'ai re-regardé, donc, c'est une jeune fille au faux air de Audrey Hepburn avec des fossiles comme ça, qui lève les yeux au ciel et qui parle de la bonté des hommes. Alors, comme dit Bettelheim, si les hommes sont bons, Auschwitz n'a pas existé. Et si on est tous Anne Frank, comme c'est un petit peu la tendance, eh ben, il n'y a pas d'Anne Frank. Il n'y a plus d'Anne Frank. La deuxième réécriture qui est très frappante, c'est celle des critiques de l'époque. Bon, j'ai beaucoup... vous devez savoir ma folie documentaire quand j'approche une icône adolescente. Eh ben, j'ai recommencé. Le critique du New York Times a dit qu'on sortait de la pièce à Broadway, que c'était formidable parce que c'était les tourments adolescents d'une jeune fille, et qu'on en sortait sans haïr les nazis. Ça m'a intéressée.
Évidemment, à travers cette expérience que vous avez vécue, il y a aussi l'invocation de votre propre histoire familiale, qui est aussi avec des expériences extrêmement douloureuses, avec aussi plein d'angles morts. Et c'est ce vide, vous allez combler non seulement d'une certaine manière l'histoire d'Anne Frank, mais aussi la vôtre. Oui, évidemment. J'avais pas envie d'en parler en premier parce que je ne sais même pas si c'est important, mais peut-être c'est très important. Ma famille a suivi le même parcours que les Frank, c'est-à-dire qu'on est dans les familles juives ashkénazes. De mon côté, c'est plutôt russe et polonais qu'allemand, et qui vont finir à 90% dans les camps. Mais moi, je n'ai jamais eu envie de parler de ça. Ça ne m'a jamais été possible parce que je pense qu'il faut vraiment avoir un angle, il faut avoir quelque chose à dire. Et puis en rentrant dans cette annexe, en confrontant le vide, en confrontant cette jeune fille qui est tellement adolescente aussi, parce que quand je passais devant sa chambre, je dis passer parce que je suis passée dans ce lieu qui est le lieu de l'immobilisme, il faut bien le dire. Moi j'aime bien aborder l'écriture de façon physique. L'annexe, c'est l'immobilité pour la famille et l'autre famille qui y était. C'est aussi le lieu de l'empêchement absolu, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se taisent toute la journée puisqu'il y a l'entreprise en dessous. Il faut qu'ils soient complètement invisibles, ils ne peuvent pas faire couler de l'eau, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. C'est ça, la vraie vie physique de ces corps dans l'annexe. Et moi, dans ce lieu-là, j'arrêtais pas d'aller et venir. Toute la nuit, je montais les escaliers, je n'arrivais pas à me poser, je passais devant la chambre, je n'arrivais pas à y entrer. Je n'arrivais pas à entrer dans ma propre histoire non plus. Et ce que j'allais dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'identité, c'est qu'il me semble qu'on a le droit de refuser son identité. C'est très possible. Mais bon, historiquement, et puis personnellement, il y a toujours un moment où elle vous revient en boomerang et qu'il faut l'assumer. Mais je crois qu'on peut aborder son identité au travers d'histoires très lointaines. Et je ne veux pas expliquer le titre, mais c'est par un autre air, une autre mélodie que la mienne, qu'il est possible de rentrer dans l'histoire d'Anne Frank. Et on ne dira pas si vous êtes rentré dans la chambre d'Anne Frank. Non, on ne dira pas. Mais c'est le titre de votre livre et le titre de cette chanson. Quand tu écouteras cette chanson, c'est le titre de ce livre. Merci infiniment, Lola, d'avoir partagé cette expérience avec nous.